Bonjour et bienvenue dans le cours sur les fichiers avec Python. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des fichiers? Donc, j'ai souvent des informations qui vont être dans des fichiers externes. Okay? Donc ici, on peut penser à un fichier texte qui contient de l'information où on va voir au fur et à mesure de la session différents types de fichiers qui nous permettent de transmettre de l'information, comme penser à un classeur Excel ou penser à des fichiers de données comme des qui s'appellent des fichiers séparés par des virgules, là, des CSV, des Comma Separated Values Files. Donc, certains types de fichiers sont capables de contenir de l'information, puis nous, en tant que programmeurs, on veut être capable d'ingérer ces informations-là, puis de les utiliser à l'intérieur de nos différents programmes. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment travailler avec des fichiers texte purs et simples. Okay? Donc, rien de fancy. On va voir les fichiers fancy plus tard dans la session. Pour aujourd'hui, on va se focuser sur les fichiers texte. Donc, on peut ouvrir avec Notepad puis voir le texte à l'intérieur. On va regarder comment est-ce que ces fichiers-là sont gérés. Donc, comment est-ce que l'ordinateur est capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans un fichier texte. Puis, finalement, on va regarder les différentes fonctionnalités que Python nous offre pour être capable de travailler avec les 10 fichiers. Donc, premièrement, on va commencer. Il existe deux types de fichiers dans le monde général en informatique. Okay? On a les fichiers texte, puis on a les fichiers binaires. Donc, nous autres, on va mettre de côté les fichiers binaires, on va particulièrement travailler sur les fichiers texte. Donc, on voulait travailler sur les différents fichiers texte. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut sauvegarder ce genre de fichier-là. Comment est-ce que l'ordinateur est capable de travailler avec ces éléments-là? Parce que le principe, c'est que l'ordinateur, quelque part, il est juste capable d'avoir des 0 puis des 1. Okay? Donc, il n'est pas capable de regarder c'est quoi une lettre, ou il n'est pas capable de comprendre c'est quoi un E accent aigu. Okay? D'emblée, l'ordinateur, c'est juste capable de faire des 0 puis des 1, hein, le binaire, hein, parce que à l'intérieur, il y a des transistors qui sont juste capables d'être à on ou à off, puis c'est juste capable de faire des 0 puis des 1. Fait que quand on a juste des 0 puis des 1, d'être capable de trouver des valeurs numériques, hein, un 5, un 10, un 25, c'est facilement... il y a une représentation facile à faire avec entre les nombres binaires puis des nombres décimaux. Hein? Donc, de prendre des 0 puis des 1 puis de représenter un 25 avec, c'est pas si difficile que ça. Bon, il y a des calculs à faire quand même, c'est pas trivial, mais c'est facile. Mais quand vient le temps de commencer à dire, ben ça c'est un A, ou ça c'est un D, ou ça c'est un trait d'union, ben là ça devient plus difficile parce qu'il n'y a pas de représentation directe mathématique qu'on peut faire. Fait que pour être capable de faire ça, on utilise une méthode qui est assez ingénieuse, mais pas révolutionnaire. Parce qu'en fait, personnellement parlant, j'ai réussi à inventer la même méthode quand j'étais en 3e année du primaire. Okay? Fait que on revient, okay, 3e année du primaire pour moi, 1994, mettons, 93. Fait que dans ce temps-là, pas de cellulaire, hein, il n'y a pas d'ordinateur vraiment non plus, il n'y a pas d'Internet. Quand tu veux jaser avec ton copain, ben, il faut que tu y parles de vive voix. Puis quand tu es à l'intérieur d'une classe d'école, ben, quand tu parles avec ton ami de vive voix dans la classe, ben, qu'est-ce que fait le prof? Le prof, il te sépare puis il te met à 2 bouts de la classe. Fait que, indompté, tu décides quand même de parler à ton ami, mais tu ne vas pas écrire à travers la classe, ça c'est un petit peu dépassé. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu écris une note sur du papier, je ne sais pas quand j'utilise plus ça maintenant, mais du papier, tu écris. Puis tu passes ça à travers la classe. Puis évidemment, des fois, c'est intercepté par le professeur. Fait que le professeur, il essaye de te faire arrêter d'écrire en te faisant
en lisant ta note à voix haute devant la classe pour essayer de faire comprendre que c'est pas correct. Fait que le monde apprenne c'est quoi les trucs de Super Mario Bros 3. Okay? C'est des choses très importantes. Fait que le principe, c'est comme aujourd'hui, hein, je croyais grandement à ma vie privée dans ce temps-là. Fait que je voulais pas que le professeur soit capable de lire mon message. Et je voulais donc être capable d'envoyer... Évidemment, de ne pas envoyer de message n'était pas une solution viable. Donc, il fallait quand même envoyer des messages, mais que s'il était intercepté, le professeur n'allait pas être capable de lire qu'est-ce qui était envoyé. Donc, du haut de mes 7 ans et demi, j'ai pensé à la bonne idée de, à la place d'écrire des lettres, hein, qu'est-ce qu'on préfère? C'est écrire le numéro de la lettre. Hein, donc, à la place d'écrire un A, tu écris 1, puis à la place d'écrire B, tu écris 2, puis à la place d'écrire C, tu écris 3. Donc, en sachant c'est quoi les différents codes pour les différentes lettres, on est capable d'envoyer un message qui est juste des nombres, puis que si le professeur intercepte ça, il ne va pas comprendre. Bon. Je ne peux qu'imaginer que dans ses 35 ans d'enseignement, le professeur n'avait jamais vu ça de sa vie quand il a vu le petit papier. Mais du fait que ça faisait 35 ans qu'il était là, je pense qu'il était assez proche de sa retraite, qu'il s'en est juste foutu, puis il n'a effectivement pas lu le message. Fait que partie gagnée. Mais le principe fondamental ici, c'est le principe d'avoir pris les lettres, puis de les avoir converties en valeurs numériques. Donc ici, on a eu un principe d'encodage. Donc l'encodage, c'est le principe de je veux un symbole quelconque, mais je ne veux pas avoir la représentation directe du symbole, je veux avoir un code pour représenter chacun des symboles. OK, un instant, merci. Fait que on a en informatique une table d'encodage qui s'appelle la table ASCII. Donc, le principe ici, c'est pour chacun des symboles qu'on peut avoir. Donc, ici, on a le A minuscule, on a le 0, on a le plus, on a les parenthèses. Donc, pour chacun des différents symboles, on a un numéro qui vient avec, qui va représenter ce symbole-là. Puis c'est comme ça que l'ordinateur est capable de sauvegarder des informations textuelles. Donc, l'ordinateur ne va pas sauvegarder le texte en lui-même, il va sauvegarder les codes de chaque des symboles. Fait que quand j'ouvre bloc-notes, puis que j'écris « Allo », puis que je sauvegarde ça sur mon ordinateur, il équipera vraiment « Allo ». Ce qu'il va écrire, c'est le code pour A, le 97, le code pour le L, le 108, un autre code pour le L, un autre 108, puis le code pour le O, le 111. Donc, le principe ici de la table ASCII, c'est de comprendre que derrière n'importe quelle série de textes, c'est des codes numériques qu'après ça, l'ordinateur reconvertit pour être capable de retrouver qu'est-ce qui est possible comme texte, puis c'est ça qui est affiché à l'écran. Donc, quand on parle de fichier texte, il faut toujours se rappeler que derrière, pour l'ordinateur, c'est pas du texte. C'est une série de codes qui retransforment pour être gentil avec nous, pauvres humains, qui ne sait pas faire mieux que ça. Fait que on veut travailler avec des fichiers texte. Donc ici, bon, j'ai mon main.py, là. Donc on peut avoir ici notre Allo habituel. Mais ce que je veux ici, c'est être capable d'avoir un deuxième fichier. Donc je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler, admettons, doc.txt. Puis à l'intérieur de lui, on va avoir différentes informations. Donc, allô, salut, bonjour.
OK? Puis, je vais être capable de représenter ça à l'intérieur de mon élément ici. OK? Donc, je vais être capable d'aller lire les informations qui sont à l'intérieur, puis d'être capable de les sortir, puis de les utiliser. Donc, pour être capable de travailler avec des fichiers texte, on n'a pas rien de nouveau en tant que syntaxe initialement. Donc, quand on va travailler avec des fichiers texte, ça va être une série de fonctions qu'on va utiliser. Donc, des fonctions, hein, on avait vu que c'est des blocs de code qui ont déjà été faits, que je peux appeler en invoquant le nom de la fonction. La fonction peut avoir un retour que je peux utiliser pour sauvegarder quelque part les différentes informations. Fait que ici, on va apprendre à travailler avec une série de différentes fonctions. Puis, ces fonctions-là ont un concept fondamental à l'utilisation de fichiers qu'on va appeler l'objet fichier. Donc, l'objet fichier, ça va être la représentation dans une variable du fichier que je veux aller lire, écrire, que je veux aller travailler avec. Donc, le principe ici, c'est que quand je vais vouloir travailler avec un fichier, il va falloir que j'aille chercher l'objet fichier de ce fichier-là. Comment je fais pour aller chercher l'objet fichier d'un fichier quelconque? Comme ici, je vais aller chercher l'objet fichier de mon doc.txt. Ben, il va falloir que j'utilise une première fonction qui s'appelle open, qui va me permettre d'ouvrir le fichier, puis d'aller récupérer l'objet fichier que je vais pouvoir travailler avec. À chaque fois que je vais vouloir utiliser n'importe quelle fonction qui travaille avec les fichiers, il va toujours falloir que je travaille avec l'objet fichier, ou qu'on appelle aussi souvent l'identificateur de fichier. Le File Identifier en anglais, le FID. Donc, n'importe quoi qui a rapport avec l'objet fichier, c'est quelque chose que je mets dans une variable, puis que je vais avoir besoin pour représenter ce fichier-là. Le principe de l'objet fichier, c'est un peu comme le même principe quand je vais à la banque. Donc, quand je vais à la banque, habituellement, je ne peux pas directement aller interfacer avec une bancaire quelconque. Il faut que j'attende, puis que je prenne mon numéro. Puis, à partir de là, je ne m'appelle plus Hugo Leblanc, enseignant d'informatique. Je deviens le numéro 472. Puis, tant que je suis dans la banque, je suis le numéro 472. Fait que le 472, c'est notre représentation d'objet fichier. Quand la banque appelle 472, je sais qu'on parle à moi. Donc, le principe du open, c'est que ça me permet de travailler avec un objet fichier, puis je vais pouvoir ouvrir ce fichier-là. Après ça, une fois que j'ai l'objet fichier, je vais pouvoir utiliser d'autres fonctions qui vont me permettre d'aller lire et écrire à l'intérieur du dit fichier. Puis une fois que j'ai terminé, il va falloir aussi que je ferme le fichier. Parce que là, on est en programmation. C'est pas comme une application où c'est que automatiquement, quand je clique sur Open, ça l'ouvre, puis là, quand je clique sur le X, ça le ferme. C'est à nous de décider quand est-ce qu'on a terminé avec le fichier. Fait que si on ouvre le fichier à un certain moment, c'est à nous de fermer le fichier. C'est comme si c'était un virtuel clic du X sur l'ouverture du fichier. Donc, la méthodologie pour être capable de travailler avec les fichiers, c'est j'ouvre le fichier avec Open, je reçois le fichier objet. Avec l'objet fichier, j'utilise d'autres fonctions pour aller écrire ou lire dans mon document, dans mon fichier texte. Puis là, je peux aller faire plein de choses, on va les voir tantôt. Puis une fois que j'ai terminé, j'utilise le close pour être capable de fermer cet objet-là. Fait que si on regarde comment ça marche, l'ouverture de fichier avec le open. Fait que ici, on peut avoir mon fichier. Donc, on peut voir ici le open. On va fermer ça pour se donner un petit peu plus de place. Puis, on va tasser ça pour se donner encore un petit peu plus. Tu peux pas me... Donnez-moi un instant.
Merci. Excellent. Donc, on se donne un petit peu plus de place. Donc, à l'intérieur du Open, il y a un paquet de paramètres que tu peux avoir. Nous, on va habituellement au moins en avoir un ou deux. Donc, le principe, c'est je peux avoir le nom du fichier que je veux ouvrir. Fait que ici, on avait le nom du fichier que je veux ouvrir. Donc, si je regarde ici, c'est le doc.txt. Puis, comme deuxième paramètre, je vais avoir le type d'ouverture. Donc, quand je travaille avec un fichier texte, c'est pas directement comme Notepad. On est plus restreint dans qu'est-ce qu'on a le droit de faire. On va avoir un mode d'ouverture pour le fichier. Donc, le mode d'ouverture va dicter qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec le fichier. Donc, on a trois modes. On a le R pour Read, qui va me permettre d'ouvrir le fichier en lecture seule. Hein? Donc, ça veut dire que je vais pouvoir aller regarder le contenu du fichier. Je vais pouvoir aller soutirer les informations du fichier puis l'importer dans mon programme. Quand je veux faire l'inverse, quand de mon programme, je vais aller écrire dans un fichier, là, j'ai deux modes disponibles. J'ai le mode Write, hein, qui est le mode en écriture, mais le mode Write, il faut faire attention parce que ça va écraser le contenu du fichier courant. Donc, ça veut dire que s'il y avait déjà quelque chose dans le fichier, ça va juste tout effacer, il n'y aura plus rien par la suite. On a ensuite le mode A pour le mode Append, donc le mode d'ajout. Donc ça va aussi ouvrir le fichier en écriture, mais ça va commencer à écrire, ou en fait, ça ne va pas détruire le contenu courant, ça va commencer à écrire après qu'est-ce qui était déjà là. Fait que ici, on va commencer, puis on va juste le mettre en mode de lecture. Fait que on a vu que si on ouvre un fichier, c'est à nous aussi de le fermer. Donc, la fermeture du fichier se fait avec une méthode. Donc, on avait parlé des méthodes la dernière fois. On va ultimement, dans la dernière partie du cours, dans le dernier tiers du cours, parler de comment gérer les méthodes, puis comment travailler, puis de créer des nouvelles méthodes. Mais le principe d'une méthode, c'est que c'est une fonction qui est rattachée à ce qu'on appelle un objet, okay, qui est une variable spéciale. Donc ici, notre variable fichier, c'est ce qu'on appelle un objet. Donc, on peut utiliser la méthode close en utilisant le nom de l'objet, point, le nom de la méthode, comme si on rattache la fonction à cet objet-là. Donc ça ici, c'est mon code le plus petit qui peut exister quand je fais le traitement de fichier. Fait que je roule. Là, en ce moment, il ne se passe rien parce que, puis c'est normal ici, on ouvre le fichier, on fait rien, puis on referme le fichier. Fait que c'est comme si j'avais instantanément ouvert bloc-notes, puis je l'ai refermé tout de suite en faisant rien à l'intérieur. C'est normal que quand je roule ça, il ne se passe rien. Mais par contre, si j'essaye d'ouvrir un fichier qui n'est pas disponible, hein, en ce moment, je l'avais créé, le doc.txt manuellement, j'avais ici fait le add file, puis j'avais créé le fichier, j'avais mis des informations à l'intérieur. On peut déliter celui-là pour l'instant. Donc, si je mets n'importe quoi, on peut voir ici que ça génère une erreur. On peut voir ici qu'on a une erreur de type file not found qui dit « Hey, je ne sais pas c'est quoi, hitgif.txt ». Donc, on voit ici que c'est pas n'importe quoi, là. Ça marche, ça fait quelque chose. C'est juste qu'on n'a pas de résultat encore de disponible. Avant de commencer à aller voir la lecture du fichier, on va parler de l'écriture. Fait que on a ici, on va se créer une ouverture de fichier, OK, avec le mode Write. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand j'exécute une ouverture de fichier en mode d'écriture et que le fichier n'existe pas encore, ça ne plante pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir le fichier qui va être créé automatiquement. Donc, si j'ai une question très pertinente de Wissem qui me dit
si le fichier n'est pas dans le même répertoire, comment je fais pour gérer les chemins d'accès? Donc, tu peux y aller de deux manières. La première manière, c'est d'avoir le chemin absolu. Hein? Donc, comme si tu l'écrivais dans l'explorateur de Windows, où c'est que tu as le C, document INF 1256. OK? Puis, on va être capable de travailler avec. Ou sinon, tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle des chemins relatifs. OK? Puis, les chemins relatifs, c'est... vous pouvez chercher dessus, mais ce n'est pas des choses que je m'attends que vous soyez ultra à l'aise avec. Ça va être le principe de utiliser ici le 2 points pour être capable de remonter d'un niveau, puis dire à partir de cet élément-là, on peut aller ici dans Documents, puis dépendamment de où est mon vrai dossier, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir des chemins relatifs par rapport à le positionnement courant. Donc, admettons ici, si je fais un dossier, puis je l'appelle data, puis dans le dossier data, je rajoute un fichier, puis en fait, on ne rajoutera pas de fichier, on va l'écrire comme ça. Oups, je ne l'ai pas upgrade. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Je vais cliquer là-dessus. Ici, tu peux avoir un chemin qu'on appelle relatif à partir du dossier courant, qui va dire, admettons, à partir du dossier courant, on va dans Data, puis après ça, va écrire dans Texte 1. On peut voir ici que ça a apparu dans le dossier. Quand j'ai roulé, ça a créé le fichier. Donc, tu me diras si ça ne répond pas à ta question. Je pense que ça fait pas mal le tour d'aller chercher des fichiers qui ne sont pas directement dans le dossier courant. Excellent. Donc, on vient d'ouvrir un fichier en écriture. Puis, je vais être capable, là, en ce moment, si je regarde ce fichier-là, test 1, que j'ai ouvert, il n'y a rien dedans. Il l'a juste ouvert, puis il l'a refermé tout de suite, il n'y a rien écrit. Donc, si je veux aller écrire dans le dit fichier, je vais utiliser la méthode write. À partir du fichier, j'utilise la méthode write. Puis, à partir de là, c'est très semblable à utiliser un print. Fait que je peux dire... Par contre, quand je fais ça, il faut que je mette moi-même les différents slash. Voyons, je trouve plus mon backslash. Backslash. OK. Donc, ici, on a un exemple où c'est que ça va écrire 2 lignes. Je l'ai exécuté. OK. Je vois que, il l'a fait, mais on dirait qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé dans ce fichier-là. Fait que si je regarde dans ce nouveau fichier-là, j'ai maintenant des informations disponibles. Excellent. Donc, on est capable d'écrire des chaînes de caractères à l'intérieur d'un fichier avec la fonction write. Inversement, quand je veux aller lire dans un fichier, donc j'ai différentes fonctions qui me permettent de travailler avec ça. Fait que on va retourner ici avec mon doc.txt. Je vais l'ouvrir en mode de lecture. Je ne veux plus aller lire à l'intérieur. Ce que je veux faire, c'est je veux aller lire le contenu. Fait que on a la méthode read qui me permet d'aller chercher tout le texte d'une shot. Fait qu'ici, on a le fichier doc.txt qui contenait notre allô, salut, bonjour,
qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ouvre le fichier en lecture. Hein, donc, je vais aller me chercher l'objet fichier. C'est avec lui, après ça, hein, que je travaille tout le long de mon programme. Fait qu'une fois que j'ai fait le open, je ne réutilise plus le nom du fichier. J'utilise l'objet fichier, puis c'est avec lui que je vais interfacer pour avoir la représentation du fichier. Le numéro, tu sais, dans la banque, c'est le fichier, puis c'est toujours de lui que je travaille. Fait que pour aller lire le contenu du fichier, j'ai la méthode read qui me retourne la chaîne de caractères avec tout le texte à l'intérieur. Fait qu'ici, je peux l'assigner à une nouvelle variable, puis quand je fais afficher cette variable-là, on peut voir que ça s'affiche dans notre fenêtre de commande, puis on peut commencer à travailler avec. Après ça, on n'oublie pas de refermer le fichier. Bon, le read, c'est le fun, ça lit tout d'une shot, mais habituellement, les informations qui vont être dans le fichier, je vais vouloir aller les lire ligne par ligne. Parce que les informations vont contenir sur chacune des lignes une information que je veux traiter, que je veux aller emmagasiner. Donc, d'utiliser le read directement, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, ici, Mathieu demande, il faut absolument assigner le fichier à une variable pour le read. Donc, si je fais le read tout seul, ben, il va le faire quand même, mais où c'est qu'elle va aller l'information? Donc, si je ne l'assigne pas, ça va faire le read, mais automatiquement, ça va être assigné à rien, fait qu'on va avoir lu le fichier, mais on ne va pas avoir emmagasiné ça nulle part, fait qu'on ne pourra pas l'utiliser. Je pourrais avoir, si c'est ta question, c'est pas ça, puis c'est plus, est-ce que je suis obligé d'utiliser le texte? Non, effectivement, je pourrais avoir ici une utilisation directe de l'information. OK, c'est ça que je pensais là. Donc, ça ici, ça va lire le fichier. Le retour de ça va automatiquement être envoyé à print. On voit que ça donne le même produit. Je pense qu'on a bien catché. Autre question de Claudia, très pertinente. Si on a beaucoup de fichiers, là, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir le fichier par son nom ici, ou sinon l'appeler fichier 2, 3, 4. Donc, toutes ces options-là sont bonnes. En fait, si tu as un paquet de fichiers, ce que tu peux même faire, c'est créer un tableau, hein, puis que dans le tableau, il va y avoir les différents objets fichiers que tu pourrais emmagasiner à l'intérieur. OK? Donc, mais oui, de l'appeler fichier 1, puis après ça, un fichier 2, où c'est que tu fais un open dessus, très valide comme version, dépendamment de qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais le nombre de fichiers? Est-ce que il y a des informations pertinentes à aller chercher ou pas à l'intérieur? Donc, différentes méthodes sont pas mal tous accessibles. Parfait, je pense que c'est bon pour cette partie-là. Donc, on venait de dire que, bon, on peut faire le read pour aller chercher le contenu du fichier au complet, mais souvent, dans les fichiers texte, on va vouloir aller juste chercher des informations spécifiques qui sont sur chacune des lignes. Donc, on ne voudra pas les lire toutes d'une traite. Fait que ce qu'on peut faire à la place, c'est d'utiliser la méthode à la place de read, fichier, ça va être read line pour lire une seule ligne à la fois. Donc ici, on peut dire ligne 1, puis juste par principe, on va dire ligne 2. Fait qu'ici, on voit que je print le message ligne 1, puis après ça, je fais un read line, puis ça dit le hello. Je affiche ligne 2, puis après ça, je fais un read line, puis je vois le salut. Là, ici, il y a un concept intéressant qui vient d'entrer en jeu, qui est le principe de curseur dans le fichier. Parce que si je regarde ici ma ligne 4, puis ma ligne 7, c'est exactement la même instruction. Pourtant, le résultat de cette instruction-là est différent. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien, si on va voir le fichier qu'on est en train de lire, le doc.txt, je peux voir ici que la première ligne, c'est Allo,
Puis la deuxième ligne, c'est salut. Fait que quand je suis en train de lire dans un fichier, puis que j'utilise le readline, la première fois que je vais faire un readline, ça va aller lire la première ligne. Mais après ça, lui, il va se souvenir qu'il a déjà lu la première ligne. Donc, il va avoir un curseur pour nous dire où c'est que je suis rendu dans le dit fichier. Puis, si je réappelle la méthode, si je réinvoque la méthode, ben, il va continuer où c'est qu'il était rendu avec son curseur. Il ne va pas recommencer du début. Donc, quand je fais un deuxième readline, même si c'est la même instruction, même si c'est le même appel de méthode, ça va aller lire la deuxième ligne, puis afficher le salut. Donc, à ce moment-là, on peut essayer des choses, voir qu'est-ce qui va se passer, hein, des choses intéressantes. Bon, si j'en rajoute une troisième, on s'attend très bien à ce qu'il y ait le bonjour. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'en avoir une quatrième? Je peux voir ici que il va juste lire comme si de rien n'était. OK? Puis je peux même en mettre d'autres ici, là. OK? Donc, le readline va juste retourner rien, puis ne fera pas planter le programme, par exemple. OK? OK. Excellent. Là, ici, fait que ça, c'est les méthodes standards pour être capable de travailler avec la lecture, l'ouverture, la fermeture et l'écriture de fichiers. À partir de là, il y a comme plein de petites variantes, petites affaires, petites informations qu'il faut savoir ou des meilleures manières, des manières les plus efficaces pour être capable de travailler avec. Donc ici, il y a une question très pertinente de Mathieu qui dit pourquoi est-ce que au bonjour ici, il n'y a pas de saut de ligne comme on a eu ici? Bien, si on regarde le contenu du fichier, on peut voir ici que quand on a lu le hello, le print, il rajoute un saut de ligne. OK? Fait que le print rajoute toujours un saut de ligne. Puis le readline va lire la ligne avec le saut de ligne qui vient avec. Fait que quand je fais le print de readline, ça va print hello saut de ligne. Fait que ça print hello saut de ligne. Puis là, puisque le print, lui aussi, rajoute un saut de ligne, ça fait en sorte que la prochaine information commence à apparaître ici. Là, la problématique, c'est que quand j'arrive à mon dernier, puis que mon curseur est ici, je fais mon readline, puis j'ai pas de quatrième ligne. Là. Fait que quand il arrive ici, puis qu'il fait ça, il va juste afficher le bonjour, mais sans saut de ligne comme on avait eu dans les deux autres. Hein? Pas pire? En fait, si ça devient problématique, j'en parle juste ici, on peut travailler avec la chaîne de caractères, puis appeler la méthode qu'on appelle write_strip, donc d'enlever des choses à partir de la droite, puis tu dis si un backslash n, enlève-le, si c'est pas un backslash n, enlève-le pas. Fait que si on voulait, on pourrait, puis qu'est-ce qui est intéressant avec les méthodes, comparément aux fonctions, c'est qu'on peut les enchaîner. Fait que j'ai mon fichier, j'ai mon readline, je sais que ça me retourne une chaîne de caractères, puis à partir de là, je peux enchaîner ça d'un airstrip \n. Si je rajoute ça partout, on devrait avoir un affichage uniforme pour chacun. Donc l'enchaînage de méthodes, c'est des choses un petit peu plus avancées, là. Mais ça existe. Alright. Donc, on veut continuer à travailler avec ça. Puis je veux commencer à aller écrire. Donc, je vais retourner dans mon data test.txt. Je vais remettre un W. Je vais dire fichier.write. Puis je vais dire valeur de test. Ça serait, mettons, 54. Donc, ici,
si je regarde dans mon test.txt, je peux voir ici, j'ai la valeur de test 54, ça va bien. Là, la problématique, c'est habituellement, je ne vais pas avoir la valeur directement comme ça décrite. Hein? Ce qui va se passer, c'est habituellement, je vais avoir, mettons, ça sur une ligne, puis je vais avoir une variable quelconque. Puis je vais vouloir aller écrire cette valeur-là. OK? Voyons voir qu'est-ce qui arrive quand j'essaie de faire ça. On voit que j'ai une erreur. Donc si je regarde ici, quand j'essaie de faire write data, ça me dit l'argument de write. Donc quand on parle de l'argument, c'est les paramètres d'entrée, donc le data que j'ai envoyé. Ça dit que ça doit être un str. Ça ne doit pas être un int. Donc avec le write, contrairement au print, okay, donc ici c'est le print fonctionne dans ce cas-ci, mais le write ne fonctionne pas. Lui, il a besoin que ce soit une chaîne de caractères obligatoire. Il ne va pas faire la conversion automatique. Donc, si on veut convertir cette valeur numérique-là en chaîne de caractères, il faut utiliser notre fonction de conversion, qui est la fonction str, qui va être capable de prendre l'information, la transformer en chaîne de caractères, puis une fois que ça c'est en chaîne de caractères, ça va pouvoir être envoyé au write. J'exécute ça. Je regarde mon test, puis je peux voir ici, valeur de test, 54. Excellent. Donc, avec tout ça, on est capable de lire des différentes informations de chacune des lignes. On est capable d'écrire des informations, on est capable d'écrire des données. Hein? Donc, c'est ça la partie importante, d'être capable d'écrire des données dans nos différents programmes. Puis, là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour traiter un fichier dont on ne connaît pas le nombre d'informations. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va avoir un fichier de données où c'est qu'on va avoir un paquet d'informations. Puis, je ne saurais pas, ou en tout cas, le nombre de lignes va être très grand. Hein? Donc, je veux être capable de faire la gestion d'un fichier qui a un grand nombre d'informations dont je ne sais pas le nombre de lignes totales. Donc, je vais être capable d'avoir une espèce de boucle qui va me dire, tant qu'il reste de l'information, tant qu'on n'a pas fini, on va continuer. Donc, la meilleure manière de travailler avec ça, donc on peut le faire avec une book while, c'est pas la méthode standard. La méthode standard, ça va être d'utiliser une book for. Ici, il y avait une question j'ai une question qui demande on ajoute où le rstrip. Donc, le rstrip, c'est à partir de n'importe quelle chaîne de caractères. C'est une méthode. Donc, ici, on l'avait ajouté quand on faisait, dans l'exemple, on avait un fichier en lecture, là, fait que je pouvais faire fichier.readline, puis je faisais le rstrip à partir de celui-ci. Quelque chose de même. Donc, je te laisse là pour l'instant. Tu peux le regarder comme bon te semble. Je vais mettre ici. Donc, là, ce qu'on a, c'est on a labo.txt, puis on a toutes les valeurs à l'intérieur. Fait que je vais ici ouvrir labo.txt. On va l'ouvrir en lecture, donc toujours faire attention au mode d'ouverture. Puis, je veux être capable d'aller travailler sur chacune des lignes qu'il y a à l'intérieur. Ben, la boucle for inclut automatiquement la possibilité de lire chacune des lignes avec la boucle. Pas capable d'écrire ligne. Donc ici, avec la book for, ça va automatiquement aller faire un readline pour toi, le mettre dans ton itérateur, ton compteur de boucle,
puis tu vas pouvoir l'utiliser à partir de là. N'est-ce pas merveilleux? Fait que ici, un exemple simple. Si je veux trouver la somme du fichier, hein, donc je veux trouver la somme de toutes les valeurs qui est dans mon fichier, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, je peux, premièrement, avoir une valeur de somme. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la somme initiale, puis faire une accumulation. Okay? Donc, ici, c'est un peu le même principe qu'on a travaillé quand on travaillait avec les tableaux, hein? Donc avec les listes. Quelque chose comme ça. Puis après ça, on peut faire un print de ma somme. Ici, on va voir que juste ça tout seul, ça ne devrait pas marcher. Excellent. Donc ici, en passant, tu sais, quand on a une erreur, c'est toujours important de regarder l'erreur pour être capable de lire et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que premièrement, ça me dit, c'est à ma ligne 8. Okay? C'est quand j'essaie de faire somme plus ligne. Ici, ça dit, j'ai pas le droit de faire un plus. Donc, si on regarde ici, là, si on le prend sur la ligne complète, j'ai pas le droit de faire un plus quand c'est un int et un str. Ah, ok. Hein, parce que quand on a ligne ici, ligne, c'est des chaînes de caractères. Fait que quand je faisais juste cet affichage-là, c'est pas 234 que ça l'affiche. Hein, c'est pas la valeur 234, c'est le texte 2, 3 et 4. Hein, donc, il faut faire attention quand on travaille avec des fichiers texte, c'est toujours par défaut des chaînes de caractères. Donc, quand j'ai besoin que ça ne soit pas des chaînes de caractères, c'est à moi de faire la conversion, okay, back and forth. Donc, ici, pour être capable de faire ça, il faut que je convertisse ma chaîne de caractères en entier. Fait que je peux ici utiliser ma fonction de conversion int, qui va prendre le contenu de la chaîne de caractères, la convertir en entité numérique, pour être capable de travailler ça avec ma somme. Fait que je peux voir ici que 234 plus 34 plus 2345 plus 234 plus 2134 plus 2345, ça me donne 7326. Donc ici, on a été capable de trouver la somme de différentes valeurs qu'on avait dans un fichier texte, okay, qui avait différentes valeurs à l'intérieur. Excellent. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec les fichiers, okay, de texte. C'est la partie principale d'aujourd'hui. Je veux toucher un petit peu sur le principe d'exception. Donc, quand on a une problématique qui existe dans notre programme, ça va générer une erreur. Donc, ici, j'ai un exemple. J'ai x est égal à 5, j'ai y est égal à 0, puis là, j'essaie de faire x divisé par y. Fait que ça va essayer de faire 5 divisé par 0. Ben, une division par 0, l'ordinateur, il n'est pas capable de faire ça, il ne sait pas ce que ça donne. Fait qu'on peut voir ici que, encore une fois, à cette étape-là, on a une division par 0 qui est arrivée, puis ça cause des problèmes. Fait que là, la problématique, c'est je veux pas que ça plante cette affaire-là. OK? Je veux que si ça diviserait par 0, je voudrais juste que ça me donne 0 à la place. Qu'est-ce que je peux faire pour dire, ben, si c'est pour générer une erreur, fais telle autre affaire à la place. Fais pas planter mon programme. Hein? On peut voir ici que ça n'a jamais fait le print. On n'a jamais eu la réponse finale parce qu'il n'a jamais été capable de la calculer. T'sais. Donc, ici, ça, c'est ce qu'on appelle une exception. Donc, quand on génère une erreur, là, le terme informatique, c'est dire de lever une exception, okay? De lancer une exception. Donc, je veux être capable d'attraper cette exception-là, puis de la gérer par moi-même. Parce que le principe ici, c'est que s'il y a une exception qui arrive, puis que l'exception n'est pas gérée, ça va faire planter notre programme. Fait que comment est-ce que je fais pour gérer l'exception? Ce qu'on va avoir ici, c'est des blocs, okay, spéciaux
qui va s'appeler l'essai puis l'attrapage, le try puis le except. Donc, le principe ici, c'est que je peux prendre une partie de mon programme puis le mettre dans un bloc try puis dire s'il y a eu un problème. À la place, fais telle affaire. Ne cancelle pas la problématique, fais tel élément à la place. Fait qu'est-ce qui va se passer quand j'exécute ça? Il va assigner ça en premier, il va assigner ça, il va essayer de faire tout ce qu'il y a dans le try. Fait que là, il va essayer de faire ça. Là, habituellement, il va lancer une exception de Zero Division Error. Mais là, à la place de faire planter le programme, puisque j'ai dit, ben, si tu pognes ça, viens ici à la place. Donc, ça vient prendre le chemin pour dire, va faire cette exception-là, va gérer l'exception normalement. Si il n'y a pas d'exception qui est levée, donc si c'est capable de diviser normalement, ça ne sera pas un problème, ça va juste faire le block try, ça va sauter par-dessus l'exception, puis ça va juste continuer normalement. Donc, les exceptions, c'est capable d'être d'être géré quand il y a un problème qui fait habituellement planter le programme. Tu peux dire, fais pas planter le programme, continue avec telle affaire ou telle information à la place. On a la possibilité d'avoir plusieurs types d'exceptions, mais moi, plus particulièrement, ce que je veux regarder, c'est quand on travaille avec un fichier. Donc, on a vu que quand on travaille avec un fichier, habituellement, ce qui va se passer, c'est qu'on a dit fichier est égal à open, OK, avec blabla.txt en lecture. Puis, quand on n'a pas ce fichier-là, hein, on n'a pas le fichier blabla en ce moment, là, on voit ici qu'on a une erreur. Donc, on pourrait avoir ici un paquet d'informations qui travaille avec ça, puis là, on pourrait avoir un if, est-ce que le fichier, y a-t-il un except, puis ainsi de suite. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a une syntaxe spéciale pour gérer ce genre de cas-là, qui est le avec, okay, le with. Donc, ici. Donc, on a l'exemple suivant. Si je le roule, OK, quand... Oups, es-tu capable de le rouler? Es-tu capable? On réessaye. Ah, j'ai bien fait sauver mon affaire. Donc, si on n'a pas le fichier, ça fait quand même la même erreur. OK? Mais si on a le fichier, donc on va ici se refaire un petit fichier. doc.txt. On peut voir que avec le with, donc ici on va le mettre au complet, avec le with, on est capable de déclarer le fichier, dire que le résultat de ça, si ça n'a pas généré d'erreur, assigne-le là-dedans. Puis à partir de là, tu peux commencer à travailler normalement à l'intérieur de cette structure-là. Donc le with, c'est ça qui va être majoritairement utilisé dès qu'on a une ouverture de fichier à faire, puis qu'on ne sait pas est-ce que le fichier va réussir ou pas. On peut tout mettre ça dans le même bloc, puis ça nous permet d'avoir une gestion d'exception facile et conviviale. Parfait. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais voir comme bloc de matière aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a vu le principe de gestion de fichiers. Donc, on est maintenant capable d'aller ouvrir un fichier. On a vu qu'on peut ouvrir le fichier avec la fonction open.
quand j'utilise la fonction open, ça a besoin du nom du fichier avec le type d'ouverture, donc soit en lecture, soit en écriture où c'est que ça écrase le contenu, soit en écriture où c'est que ça l'ajoute au contenu déjà existant. Donc ici, Claudia fait un excellent point. Avec le with, est-ce qu'on a besoin de fermer le fichier? Me semble que non. Il me semble que c'est une autre des... Juste être certain de ce que je dis avant de dire des bêtises. Ouais. Fait que avec le with, un autre de ses avantages, c'est justement que dès qu'il va sortir du bloc, il va automatiquement le fermer. Donc, c'est un autre avantage d'utiliser le with. Ça nous permet de ne pas avoir à utiliser le close. Ça se fait en fait automatiquement. Excellent. Donc, on est capable d'ouvrir des fichiers. Blablabla. On est capable de fermer le fichier avec le close, mais avec le with, on n'a même pas besoin. Une fois qu'on est à l'intérieur, si on a le open avec le W, donc en mode d'écriture, on va avoir ici la possibilité de faire des write qui va nous travailler, qui va écrire à l'intérieur. Faire attention, le write va avoir besoin, mettons, de saut de ligne. C'est pas comme le print. Okay? C'est un petit peu plus basic, le write, que le print. Donc, faire des /n, si on a besoin d'écrire des valeurs numériques, on a besoin de les convertir préalablement. Sinon, quand on est en train de travailler avec les fichiers en lecture, on va habituellement vouloir traiter ligne par ligne, ou on va utiliser la boucle for qui va nous permettre de renvoyer l'information ligne par ligne qu'on peut traiter à l'intérieur de notre fichier. Parfait. Puis avec ça, les exceptions qu'on a parlé, que c'est des erreurs qui sont générées, habituellement, c'est dans des cas particuliers. Puis, pour la gestion de fichiers avec le with, on peut directement voir le with avec le type de fichier, puis à partir de là, on va pouvoir travailler avec. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, Nancy demande quand est-ce qu'on utilise le airstrip? Pas certain d'avoir compris. C'est bien vrai. Le principe ici, c'est que quand on fait la lecture, ok, donc on peut voir ici, on a le doc, ça l'affiche, mais je peux voir ici que le print, on dirait qu'il y a comme 2 sauts à chaque fois. Parce qu'en fait, quand on a l'élément qui est lu de la ligne, ça inclut un saut de ligne. Fait que c'est pour ça qu'il y en a comme un de trop à chaque fois. Fait que quand je suis en train de lire les informations d'un fichier, souvent, ce que je vais vouloir faire, c'est à partir de la chaîne de caractères qui représente la ligne, je peux lui dire « Enlève le saut de ligne qui est inclus habituellement avec ». Puis je peux voir ici maintenant que ça l'affiche le print, okay, sans avoir des sauts de ligne additionnels. Donc, Naima pose une question extrêmement pertinente, okay, dans la lecture de fichiers. Elle dit « Ok, cool, mais qu'est-ce qui arrive, admettons, si j'ai ce genre de fichier-là? » Okay? Donc, on a ici un paquet d'informations, puis sont délimitées par une virgule ou un espace. Qu'est-ce que je fais avec ça? Okay? Est-ce que je peux aller chercher les différentes valeurs? La réponse est oui, tu peux, mais on n'a pas encore les outils pour être capable de faire ça. On va voir ça la semaine prochaine avec les chaînes de caractères. Donc, question extrêmement pertinente.
mais c'est qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine, fait que je vais pas vendre la peau de l'ours. Excellent. Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne resterai pas pour le restant de la session d'aujourd'hui. Par contre, je vais vous laisser travailler en équipe à l'intérieur des différentes salles. Donc, si vous voulez travailler dans vos différentes équipes, assignez votre numéro d'équipe à l'instant même, puis je vais pouvoir vous mettre à l'intérieur de vos différentes équipes pour être capable de travailler ensemble sur votre projet. Donc, pour que je vous mette dans des équipes, veuillez changer votre nom dans Zoom pour que je puisse voir vos numéros d'équipe et que je puisse vous mettre dans la même salle.